Angélique Léonard est une professeure à l'Université de Liège et une experte de l'évaluation environnementale de produits et procédés via l'analyse du cycle de vie. À la tête d'une équipe d'une vingtaine de chercheurs, elle contribue à aider les entreprises à réduire l'impact environnemental associé à leurs innovations ou à communiquer de manière objective sur les performances environnementales de leurs produits. Ces travaux sont menés au travers de projets régionaux, fédéraux ou européens, en parallèle à des activités de consultance. La professeure Léonard est membre de la classe Technologie et Société de l'Académie royale des sciences, des lettres et des beaux-arts de Belgique et fait partie du conseil d'administration du pôle de compétitivité Greenwin. Elle est fortement engagée en faveur de la place des filles dans les filières STEM et sur les questions en lien avec l'égalité et le genre à l'université. Elle a présidé le comité Femmes et Sciences en Fédération Wallonie-Bruxelles durant 2 ans et demi. Donc bonjour Angélique. Bonjour. Alors bienvenue ici, donc on est à l'ULB et on est ici pour enregistrer les podcasts de l'École Polytechnique de Bruxelles. Donc aujourd'hui on va discuter de votre recherche et donc qui est axée pour l'instant principalement sur l'ACV, donc l'analyse des cycles de vie. Est-ce que vous pouvez nous en dire quelques mots, nous expliquer dans les grandes lignes en quoi ça consiste ? Oui, bien sûr. Quand on parle d'ACV, pour faire court, comme vous l'avez dit, analyse de cycle de vie, on s'adresse à une méthodologie d'évaluation de l'impact environnemental. Alors, il y a des mots importants, c'est une méthodologie qui est standardisée, c'est-à-dire qu'on ne fait pas une ACV n'importe comment, on va suivre des standards ISO, comme on les appelle. Okay. Et vraiment, l'objectif, c'est pour un produit, pour un service, pour un procédé, d'évaluer tout un ensemble d'impacts environnementaux sur son cycle de vie. Alors, qu'est-ce que ça veut dire ? Un ensemble d'impacts environnementaux, ça peut être le changement climatique, l'eutrophisation, ça peut être également l'acidification, l'émission de particules fines, toute une série d'indicateurs. On va prendre ceux qui sont recommandés dans notre cas par l'Union européenne. Okay. Et on parle également d'une approche sur le cycle de vie, c'est-à-dire qu'on va regarder tout ce qui se passe depuis globalement ce qu'on appelle l'extraction des matières premières ou parfois une phase de culture agricole jusque vraiment à la fin de vie du produit. Et on essaie d'être le plus circulaire possible et donc en fin de vie, essayer de récupérer un maximum de matière. Ok. Donc c'est une méthodologie qui existe depuis longtemps, c'est quelque chose qui a été mis en place Alors, on considère que les toutes premières études datent des années 60. Alors, c'est peut-être contre-intuitif, mais la première étude qui a été réalisée l'a été faite pour Coca-Cola, qui à l'époque avait demandé à des spécialistes d'étudier ou de comparer d'un point de vue environnemental différentes alternatives pour l'embouteillage de leurs boissons gazeuses. Ok. C'est marrant de se dire qu'on utilise aujourd'hui des méthodes qui ont été développées en fait par des multinationales pour étudier ce genre de choses, mais c'est super intéressant. Est-ce que vous pouvez nous parler un peu des limitations de cette technique ? J'imagine qu'on ne peut pas rendre compte parfaitement en fait, de tous les intrants et les extrants d'un produit. Alors je dirais qu'il y a plusieurs limites. Il y a des limites au niveau d'abord de l'information disponible et donc les données. En fait, sans données, on ne sait pas faire de bon ACV puisque si on veut un petit peu schématiser les choses, c'est comme si on avait un énorme bilan de matière et bilan d'énergie, mais pour l'ensemble des étapes du cycle de vie. Et donc récupérer ces informations-là, ce n'est pas toujours facile. Et donc on va avoir ce qu'on appelle un mélange de données primaires ou spécifiques. Par exemple, si on étudie un processus industriel, on va vraiment aller collecter sur site les énergies consommées, les quantités de matière consommées, et ce n'est pas tout. Également, quelle est la nature de l'énergie ? Est-ce que c'est fourni à partir de gaz, etc., si on parle de chaleur ? Et donc, parfois, c'est compliqué parce que l'usine n'a pas anticipé de mettre des capteurs à certains endroits, donc on est parfois obligé de faire des estimations ou des moyennes, par exemple, sur la production d'une année. Okay. Donc, c'est vraiment un premier point clé, c'est les données, déjà, les collecter sur place. Et alors, dans la construction d'une ACV, on va rentrer ces données dans un logiciel où on va finalement, quelque part, relier ces données à des entrées dans des bases de données. Donc, un exemple, si à un moment donné, j'ai une consommation d'électricité relative au mix électrique belge, je vais aller dans le logiciel, sélectionner la quantité d'énergie nécessaire pour mon procédé, mais en spécifiant quelle est la nature du mix électrique. Mais si le mix électrique n'est pas prémodélisé dans la base de données, ça pose problème. Et donc, on peut avoir surtout cette difficulté-là, pas tellement pour l'énergie, mais pour des produits chimiques très spécifiques. Donc, pour des matières un petit peu à la pointe, ou bien pour des produits type parfois, pesticides et autres, les produits ne sont pas forcément caractérisés dans les bases de données. Donc là, ça pose problème parce que si les infos ne sont pas disponibles, ça veut dire que l'impact éventuel sur l'environnement ne sera pas pris en compte. Donc ça, c'est quelque chose qui peut poser problème. Donc ça, c'est des limitations au niveau des données. Et maintenant, il y a d'autres limitations. Aujourd'hui, on parle beaucoup, par exemple, de biodiversité. Alors, ça paraît assez évident de se dire il faut évaluer l'impact des activités humaines ou d'un produit sur la diversité. Mais comment est-ce qu'on la quantifie ? Mais le problème, c'est qu'il n'y a pas de méthode aujourd'hui standardisée qui soit reconnue pour le faire, par exemple. Ok. Donc ça, c'est vraiment les 2 grandes limitations que vous diriez ?
Oui, c'est vraiment au niveau de la disponibilité des données, parfois la difficulté de collecter des données, surtout parfois dans des consortiums internationaux, parce que même si on signe des accords de confidentialité, il y a souvent des questions un petit peu tendues autour de la confidentialité, la propriété intellectuelle. Okay. Donc même parfois dans des systèmes collaboratifs, on a du mal de faire en sorte que certains industriels partagent les données avec d'autres partenaires. Oui, je comprends. Okay, donc ça, c'est les principales limitations. Mais par contre, passer sur quelque chose un peu plus positif, quels sont les atouts de ce genre de méthode? Alors, on dit souvent que dans notre approche, ou les atouts de la CV, c'est le fait que ce soit quantitatif. Donc, on va vraiment obtenir pour chacun des indicateurs un chiffre. Okay. Le deuxième atout, c'est que c'est multicritère. Donc, dans la méthode européenne, on va évaluer 16 indicateurs différents. Donc, c'est vraiment quelque chose qui est, on va dire, aussi très important. Et c'est multi-étapes. Donc, on va couvrir l'ensemble du cycle de vie. Et ce n'est pas quelque chose d'anodin parce qu'en ayant cette couverture globale, on va pouvoir faire ce qu'on appelle, en tout cas, on va pouvoir éviter des transferts d'impact. Donc, imaginons qu'à un moment donné, un ingénieur sur un processus industriel arrive à mettre en place une amélioration qui va peut-être réduire pendant la phase de production, par exemple, l'impact environnemental sur un indicateur particulier. Mais il ne faudrait pas que, dans le même temps, cette amélioration, elle induise des augmentations d'impact, peut-être au niveau de l'amont, au niveau des matières premières, au niveau de l'aval, au niveau de la phase d'utilisation, par exemple. Donc, le fait d'avoir cette approche qu'on appelle holistique, ça permet vraiment d'être sûr d'éviter justement ces transferts d'impact, à la fois entre indicateurs, mais aussi entre étapes du cycle de vie. Ok. Et est-ce que c'est quelque chose qui est beaucoup utilisé? Enfin, vous avez l'impression que c'est quelque chose qui est un critère vraiment conséquent dans la prise de décision politique ou industrielle sur le développement de processus ou de nouveaux produits? Alors, je dirais qu'on a vraiment vu un basculement. Donc, jusqu'à il y a 4-5 ans d'ici, les industriels et autres voyaient plutôt l'ACV comme une contrainte. Donc, souvent dans des projets de recherche, il y a ce qu'on appelle un work package, souvent obligatoire, autour de l'évaluation de la durabilité. Et souvent, l'ACV était la méthode de choix. Et je vous disais, jusqu'à il y a 4-5 ans, pour les industriels, c'était une contrainte parce qu'il fallait fournir des données. Donc, ils nous voyaient un petit peu comme des enquiquineurs, on va dire ça comme ça. Et on a vraiment vu ce basculement. Donc, maintenant, les entreprises ont compris que c'était finalement un atout parce qu'en faisant une ACV, ça leur permettait déjà d'identifier là où ils étaient potentiellement leurs sources d'amélioration et donc vraiment dans une optique d'éco-conception. Mais aussi, au final, si on arrive à obtenir, on va dire, une espèce de photographie objective des impacts environnementaux de son processus, on peut aussi se comparer avec la concurrence. Et donc, ça permet aussi d'avoir cette espèce de benchmark, mais on peut aussi le voir comme un moyen de communiquer de manière objective sur ces impacts environnementaux. Et ça, c'est quelque chose aujourd'hui qui se fait beaucoup dans le secteur de la construction. On voit vraiment une montée en puissance des ACV, mais pas pour le plaisir de les faire, mais parce qu'on peut décliner ces ACV en fiches de déclaration environnementale. Et donc, ces fiches, elles sont stockées dans des sites internet, dans des plateformes spéciales. Donc en Belgique, c'est la plateforme B-EPD. Donc le B, c'est pour Belgium. Tout est en anglais parce que c'est fédéral. Ça permet de faire en sorte que les différentes régions s'y retrouvent. Et EPD pour Environmental Product Declaration. Okay. Et donc, ce sont des fiches qui vont, par exemple, se rapporter à 1 mètre carré d'isolant avec une certaine performance environnementale. Et ce n'est pas quelque chose d'anodin, ça va devenir vraiment de plus en plus utilisé dans le futur parce qu'il faut vous imaginer qu'on peut se servir de toutes ces fiches pour modéliser l'impact environnemental à l'échelle d'un bâtiment. Et là, il faut mentionner un outil qui est assez, unique en Belgique, qui s'appelle Totem. Alors, unique parce qu'il a été développé par les 3 régions, donc Bruxelles, la Flandre, Wallonie. Okay. Et cet outil-là, en fait, est complètement disponible gratuitement en ligne. Et donc, vous entrez dans Totem le modèle numérique digital de votre bâtiment. Et via des bibliothèques, vous allez sélectionner tous les constituants. Quel type de sol, quel type de mur, quel type d'isolant, etc. Et au final, ça vous calcule, grâce aux fameuses fiches en fait, des matériaux, l'impact environnemental sur la durée de vie du bâtiment. Okay. Donc c'est ça. Donc la CV, en fait, il y a moyen de la faire en fait, aussi bien sur des matériaux de base que sur un bâtiment en entier. Tout à fait, oui. Donc c'est assez déclinable, quoi. Et ce qui se développe pour l'instant, c'est aussi des ACV à une échelle organisationnelle. Ok. Un petit peu l'équivalent de ce qu'on appelle les méthodes orientées gaz à effet de serre. La plus connue dans le monde francophone, c'est la méthode bilan carbone en France. Mais au départ, elle a été, on va dire, développée pour calculer les émissions de gaz à effet de serre à l'échelle d'une organisation ou d'un territoire, mais ce n'était pas focalisé sur un produit. Alors que l'ACV à la base a été développée plutôt pour un produit, pour un service. Et maintenant, on voit la déclinaison dans l'autre sens. L'Europe a mis en place un canevas pour calculer des ACV à l'échelle d'une organisation. Ok. Merci pour ces
ces éclaircissements sur la question. Maintenant, je voudrais poser une autre question. Donc, on va changer un tout petit peu de sujet. Donc, vous avez différents sujets de recherche. Vous travaillez donc sur les ACV, mais sur différents types de matériaux, comme les minéraux, les métaux. On a parlé un tout petit peu de CCUS, on a entendu, donc de carbone, utilisation et stockage. Non, pardon, de capture, utilisation et stockage du carbone, c'est bien ça, ou encore de recyclage des plastiques. Est-ce que vous avez envie d'illustrer peut-être un peu ce qu'on a discuté précédemment en nous parlant un peu plus d'un des domaines que j'ai mentionné ici et de nous parler un petit peu justement dans ce contexte particulier de l'exemple, des atouts et des inconvénients de l'analyse du cycle de vie? Alors, je vois deux exemples sur lesquels je pourrais finalement illustrer l'intérêt de la méthode. Donc, on travaille beaucoup dans des projets collaboratifs de type Greenwind, par exemple, ou Mecatech au niveau de la région wallonne. Et l'idée vraiment, c'est d'accompagner les entreprises dans le développement de leurs produits en vue de réduire l'impact environnemental. Et donc, il y a maintenant 2-3 ans d'ici, on a commencé à travailler sur un projet qui vise, en région verviétoise, à recycler des matières plastiques qui sont difficilement recyclables. Et en fait, l'entreprise en question, qui s'appelle Riprocover Simonis, ils broient ces plastiques en fin de vie, ils ajoutent un liant, et ils vont en faire, par exemple, des éléments comme des caniveaux ou les pièces qu'on retrouve au niveau des passages à niveau entre les voies. Et donc, ils se disaient, voilà, d'un point de vue environnemental, on est très bon puisqu'on recycle des matières plastiques. Et l'idée, c'était d'avoir un produit qui était, d'un point de vue environnemental, meilleur que l'équivalent béton. Et quand on a fait les premières études, on s'est rendu compte que le fameux liant qu'ils ajoutaient pour faire en sorte que toutes les particules de plastique tiennent ensemble faisait en sorte qu'on arrivait à un impact environnemental globalement plus élevé que le béton. Et donc, ils sont vraiment quelque part tombés des nues parce qu'ils imaginaient que leur produit était génial. Mais ça n'est pas resté sans suite parce qu'ils ont vraiment réfléchi et au final, ils ont essayé d'autres types de liants à partir de matières recyclées et aujourd'hui, ils arrivent à un matériau, un produit qui est meilleur que l'équivalent béton et ils viennent de déposer des demandes de financement à l'Europe pour construire une nouvelle unité de production. Donc là, dans ce cas-là, c'est vraiment un bel exemple, on va dire, concret, où ça a fait bouger les choses dans le bon sens. D'utilisation de l'ACV. Non, tout à fait. Ok, donc le fait vraiment de s'intéresser à la totalité du projet, et donc pas justement à la valorisation de ces plastiques-là, ça a permis en fait de mettre le doigt sur le souci. L'autre exemple, c'est dans le contexte de tout un portefeuille de projets qu'on appelle la Reverse Métallurgie Plus. Okay. Et donc, ce qu'on ne sait pas toujours, c'est que quand on parle du recyclage des métaux, on se dit que c'est quelque chose qui est peut-être assez évident. Il y a des collecteurs de vieux fer, comme on les appelle, etc. Et on imagine qu'après, ça va être recyclé. Mais il faut savoir qu'après tri, collecte et tri, une bonne partie, par exemple, de l'aluminium repart en Chine, où il est fondu. Il va être réintroduit dans des matières, des produits finis et va revenir finalement en Europe sous forme de produits de consommation. Et donc là, on se dit qu'il y a un challenge. L'idée, c'est de vraiment relocaliser le recyclage de certaines matières métalliques, notamment l'aluminium. Et là, dans le projet de la Reverse Métallurgie, l'idée, c'est notamment par des systèmes de tri automatisés, finalement de mieux arriver à séparer les différentes nuances d'alliage d'aluminium pour après pouvoir plus facilement favoriser la mise en place d'un circuit ou d'une chaîne de valeur de recyclage en Belgique. Et là, d'un point de vue environnemental, ne serait-ce que l'évitement des trajets aller-retour vers l'Asie, etc., et le fait qu'on va avoir en principe un mix énergétique qui va faire que le recyclage va être moins impactant en Europe, finalement aussi c'est quelque chose qui est très intéressant. Et là, on attend les dernières données pour vraiment objectiver, parce que les industriels, ils ont besoin aussi de ça vers les politiques, c'est de pouvoir montrer, voilà ce qu'on est en train de développer d'un point de vue environnemental. Alors, je reconnais que c'est souvent encore très axé sur les émissions de gaz à effet de serre et de CO2 en particulier. Mais voilà, pour avoir vraiment des arguments pour expliquer que ce qu'ils sont en train de faire, vraiment d'un point de vue environnemental, ça tient la route et c'est intéressant. Okay. Et donc, vous avez parlé du transport. Est-ce que le transport, de manière générale, ça prend une part importante au bilan carbone? Alors, c'est une très bonne question parce qu'en ACV, il n'y a jamais de réponse unique. Okay. Donc, il faut vraiment toujours être dans un cas spécifique que l'on va étudier. Alors, je donnais 2 exemples par rapport à ça. On a étudié il y a quelques années dans une thèse de doctorat dans mon groupe l'impact environnemental associé au transport de marchandises depuis le port d'Anvers, qui est vraiment un hub très important en Europe pour l'entrée de marchandises, vers la zone de Ludwigshafen en Allemagne. Donc, on avait comparé pour le transport d'une même quantité de matière, le train diesel, le train électrique, la voie d'eau, donc la péniche typiquement, et des camions qui étaient caractérisés par des taux de chargement différents.
Et donc, ce qu'on a pu constater, et c'est peut-être contre-intuitif, c'est que sur cette route-là en particulier, c'était le camion chargé à 85% en moyenne qui avait le meilleur score, donc qui était le moins impactant d'un point de vue environnemental. Okay. Alors qu'intuitivement, on aurait envie de dire le train. Oui, tout à fait. Mais le souci, c'est qu'au niveau du train, la motrice diesel, voilà, ça émet pas mal de choses d'un point de vue combustion du diesel. Et quand on parle de la motrice électrique, le souci, c'est que le mix allemand n'est pas très très vert, avec la lignite, etc., qui est toujours brûlée dans les centrales thermiques. Et donc, quelque part, ça a occasionné de mauvais résultats pour ce type de transport. Alors on peut imaginer la voie d'eau aussi. Pourquoi pas la voie d'eau? C'est parfois un petit peu étonnant de se dire qu'on n'a pas les meilleurs résultats, mais il y a un paramètre à prendre en compte, c'est la distance. Aussi. Donc parfois on est plus direct par les autoroutes que par finalement des voies d'eau. Alors c'est vrai que tout n'est pas pris en compte, peut-être dans l'étude on peut imaginer peut-être des nuisances plus sonores en termes de charroi, etc. Mais d'un point de vue purement impact environnementaux, c'était le camion, mais voilà, avec un taux de charge très important, en 85%, qui donnait les meilleurs résultats. Et donc, un deuxième exemple par rapport au transport, j'ai été contactée, pas plus tard qu'il y a 2 jours, par un journaliste de l'RTBF. Ils sont en train de faire un petit reportage sur une initiative aux Pays-Bas où ils essaient de convaincre les consommateurs d'aller vers du vin qui est mis en bouteille, mais des bouteilles qui ne sont pas jetables, des bouteilles qui sont réutilisables. Okay. Et donc, pour l'instant, il y a quelques supermarchés qui vont participer à cette initiative. Et donc, il y a un collecteur qui, après coup, collecte toutes les bouteilles en fin de vie. Comme on le fait, par exemple, pour les bouteilles de bière. Vont les laver. Et puis après, vont les renvoyer. C'est comme ça en Allemagne, parce que c'est là qu'il y a le centre d'embouteillage. Et c'est du vin espagnol, pour l'instant, qui est mis en bouteille en Allemagne. Alors, il me demandait, mais tiens, d'un point de vue environnemental, est-ce que ça paraît plus intéressant qu'une bouteille à usage unique, d'aller vers des bouteilles réutilisables pour le vin? Et là où c'est intéressant dans les premiers résultats, c'est que quand on réutilise d'autant plus la bouteille, quelque part, on va réduire l'impact environnemental associé au verre. Donc, on va amortir toutes les matières au fur et à mesure du nombre de réutilisations. Mais dans leur cas, le souci, c'est qu'à chaque fois qu'on réutilise, on a le trajet vers la centrale de lavage et le trajet vers l'Allemagne pour aller réembouteiller et revenir au supermarché. Et donc là, on se rend compte que dans les premiers résultats, jusque 10 réutilisations, on était toujours bon, donc c'était plus intéressant. Mais au-delà, on voit que le trajet vers l'Allemagne, en fait, commence à prendre le pas et en fait, on devient moins bon avec tous ces trajets-là en plus. La réutilisation du verre ne compense plus vraiment. Et donc, d'où l'importance des circuits courts, quoi. Donc, vraiment rester sur du local, là, ça aurait du sens s'il y avait à proximité, et c'est ce qu'ils essaient de faire, avoir peut-être des producteurs de vin belges ou autres à un moment donné, qui rentrent dans cette philosophie. Mais ce n'est pas si simple que ça, parce que pour être efficace en termes de centrales de lavage et autres, ce qu'ils aimeraient, c'est avoir une standardisation des bouteilles, que tout le monde utilise les mêmes bouteilles, etc. Mais d'un point de vue marketing, parfois, les vignerons vont se distinguer par une bouteille avec une forme particulière, avec parfois une couleur particulière. Et donc là, il y a encore plein de choses à faire évoluer si on veut finalement aller vers cette réduction de l'impact environnemental des bouteilles de vin, qui est un secteur qui essaie de bouger un petit peu. Je vois. Ok, intéressant. Et justement, pour pousser un tout petit peu au niveau du transport, en fait, jusque où est-ce que vous allez quand vous faites l'analyse? Donc, par exemple, quand vous avez donné l'exemple du transport de la gare d'Anvers, du port d'Anvers, en Allemagne. Vous avez parlé donc des énergies, on parlait du train, où justement là, ça pouvait consommer plus parce que l'énergie n'est pas nécessairement produite de manière verte. Est-ce que pour l'essence, on regarde aussi d'où vient cette essence? Est-ce que c'est une essence de telle marque ou de telle autre industrie pétrolière? Est-ce que ça change quelque chose dans la donne ou pas? Ou est-ce qu'on s'arrête à un chiffre moyen sur l'essence en fonction du pays? Je sais pas. Alors, quand on veut modéliser un transport routier, typiquement, il y a différents paramètres qui vont rentrer en ligne de compte. Le premier, c'est la charge utile. Donc, en fonction du camion, donc, dans les bases de données, il se modélisait typiquement entre moins de 16 tonnes, 16-32 tonnes, plus de 32 tonnes. Donc, c'est quelque chose qui est standardisé. Donc, c'est le premier point, c'est connaître quelque part la capacité de chargement du camion. Et là, dans les modèles, il y a un facteur de charge moyen qui est appliqué. Donc, tantôt, quand je vous disais, idéalement, pour le cas du transport vers l'Allemagne, il faut avoir un facteur de charge de 85%. Là, dans les modèles, ils ont pris le facteur de charge moyen européen. Donc, si on connaît vraiment son facteur de charge spécifique, on peut aller le modifier. Alors, autre point important, c'est les performances environnementales du moteur en tant que tel. Aujourd'hui, en Europe, les camions qui sortent de chaînes de montage, ils sont, on va dire, labellisés Euro 6.
Et donc, il y a tous les plus anciens camions qui existent, pas tous, mais qui sont encore sur le marché. Donc, on trouve encore des Euro 5, des Euro 4, etc. Et donc, là, ça va vraiment avoir un impact, puisque entre Euro 4, Euro 5, Euro 6, ce qui a changé, c'est ce qui est permis à l'échappement en termes d'émissions de particules fines. Donc, il y a une différence. Et également les émissions d'oxyde d'azote. Et donc là, ça a vraiment eu un impact très, très important sur des indicateurs comme l'eutrophisation, comme l'acidification, comme la formation de zones troposphériques. Ce sont des points qui sont très importants. Maintenant, sur, on va dire, le carburant, les véhicules type camion fonctionnent tous avec du diesel. Et là, pour le diesel, c'est une modélisation moyenne qui est faite d'une raffinerie pétrolière en Europe pour la production de diesel, tout simplement. Okay. Là, on fait confiance à des bases de données qui sont, qui ont pignon sur rue, qui sont des bases de données commerciales bien établies. Et voilà, pour ce genre de choses, on ne va pas remodéliser la production de diesel. C'est pour voir un petit peu jusqu'où en fait l'analyse et donc le critère clé, en fait, on a besoin de connaître la quantité transportée et la distance sur laquelle la quantité est transportée. Donc l'unité clé en logistique, c'est la tonne fois kilomètre. Okay. Et c'est via cette quantité-là que l'on va après sélectionner la bonne entrée, donc le bon type de camion qui va correspondre à notre cas d'étude. On va dire ça comme ça. Super. Merci beaucoup pour ces éclaircissements. Est-ce qu'on peut parler un tout petit peu dans notre sujet? Donc là, on a parlé beaucoup d'analyse de cycle de vie. C'est quelque chose dans lequel vous êtes active plutôt en ce moment dans la recherche. Mais j'ai aussi lu que vous aviez été beaucoup impliqué dans des travaux sur les boues d'épuration. Donc c'est un sujet tout à fait différent qui, moi, me parle beaucoup. Donc j'aimerais bien qu'on en discute un petit peu. Donc les boues d'épuration, c'est des boues qui sont produites en station d'épuration des eaux usées et donc qui sont des déchets qu'on récupère en fait des eaux plutôt sous forme solide. Et il y a un problème de gestion de ces boues-là. En fait, on ne sait pas toujours quoi en faire. Et donc, vous avez travaillé sur la revalorisation de ces boues-là, c'est bien ça? Oui, non, tout à fait. Alors, si on fait un peu l'historique, ça date de mon travail de fin d'études. Okay. Et donc, j'avais déjà la fibre environnementale à ce moment-là. Et donc, quand j'étais en dernière année, les profs affichaient au Valve à l'époque les travaux. Et j'avais été interpellée par ce sujet, étude du séchage de boues de station d'épuration. Et en fait, ça venait d'une collaboration avec des industriels allemands qui dimensionnaient des sécheurs à boue et qui faisaient faire en fait leurs tests à l'université pour faire les prédimensionnements. Ils voulaient un petit peu mieux comprendre ce qui se passait quand on séchait des boues. Alors, pourquoi sécher des boues? Donc, on revient un petit peu en arrière. Ouais. Donc, comme vous l'avez dit, les boues d'épuration, c'est quelque part le résidu de l'épuration des eaux usées. Et elles sont majoritairement créées par l'étape qu'on appelle biologique. Et donc, c'est quand une flore de micro-organismes vont assimiler les matières nutritives biodégradables présentes dans l'eau, donc typiquement carbone, phosphore, azote. Et donc, on va avoir un excès de biomasse puisque les bactéries, les micro-organismes se reproduisent. Donc, et on doit extraire cet excès de biomasse du système. Et donc, quand on a de l'épuration des eaux, inévitablement, on a cet excédent de boue, comme on l'appelle, qu'il faut traiter. Alors, ce n'est pas anodin du tout. Donc, en Europe, alors les chiffres varient un peu. On parle de 12-13 millions de tonnes par an de ces boues qui sont à traiter en base sèche. Et donc, comme généralement en fin de station d'épuration, elles contiennent encore de l'eau parce qu'elles sont juste filtrées, déshydratées, il faut faire x5, x6 sur les quantités. Alors, qu'est-ce qu'on peut en faire? Alors, c'est là qu'il y a des politiques qui sont très différentes parce que ça dépend des autorités responsables de l'environnement. Donc, en Belgique, chez nous, c'est régionalisé. Et donc, depuis très très longtemps, la Wallonie, elle plaide plutôt pour la remise sur champ. Et donc, quelque part, ces boues-là qui contiennent justement carbone, azote, phosphore ont un pouvoir nutritif, fertilisant. Et donc, on a une partie des boues qui vont être épandues sur champ, mais c'est plus facile si elles sont stabilisées. D'où l'idée du séchage. Si on a des petits granulés de boue, ça ne va pas commencer à refermenter, à stocker, c'est plus facile. Et donc, on peut plus facilement les épandre qu'une boue pâteuse, mais c'est encore très peu répandu en Belgique, le séchage, avec 2-3 stations d'épuration qui le font. Maintenant, certaines boues ne sont pas conformes. Il y a de un reportage il n'y a pas très très longtemps qui parlait potentiellement des micropolluants présents dans les boues. Et donc, le principe de précaution veut que si les boues ne sont pas de qualité compatible avec l'agronomie, on va trouver un autre exutoire. Et aujourd'hui, qu'est-ce que c'est? C'est l'incinération. Donc, soit on va incinérer ça avec des déchets ménagers, donc c'est de la co-incinération. Dans certains cas, ça va être de l'incinération spécifique, de la mono-incinération. En Belgique, il n'y a pas ça vraiment. C'est peut-être en Flandre, mais en tout cas pas en Wallonie. Chez nous, elles peuvent partir, par exemple, en Allemagne, en mono-incinération. Ou l'autre option, ce sont les incinérateurs, pas les incinérateurs. L'autre option, ce sont les fours dans les cimenteries. Parce que là aussi, ils recherchent des combustibles alternatifs, donc ça peut aussi aller vers ce volet-là. Et donc, vraiment, en Wallonie, on a les deux. Donc, à la fois incinération, à la fois valorisation agricole.
Mais quand je disais que les politiques peuvent être très différentes, si on prend le nord du pays, la Flandre, il y a déjà tellement d'engrais disponibles au travers des lisiers de fermes, etc., que la Flandre interdit complètement l'épandage, donc tout va en incinération. Ok. Et est-ce que, pour revenir du coup à l'analyse de cycle de vie, est-ce qu'il y a aussi des analyses de cycle de vie qui sont faites sur ce genre de thématique? J'imagine que oui. Je ne sais pas si vous avez travaillé aussi là-dessus. Alors justement, il y a pas mal de groupes qui travaillent là-dessus, notamment en France, pour comparer notamment les scénarios actuels de valorisation, mais des scénarios futurs. Okay. Donc ça fait plusieurs années maintenant qu'on se dit, les boues, on pourrait peut-être en faire autre chose que bêtement et méchamment les brûler. Donc pourquoi peut-être pas les gazéifier, les pyrolyser. Donc il y a différents processus qui se développent. Et donc là, oui, il y a certaines études qui essaient de montrer d'un point de vue environnemental qu'est-ce qui serait le plus favorable. Et justement, un chercheur de mon équipe vient de terminer une revue de la littérature sur les études ACV qui portent sur justement ces différents modes de valorisation des boues de stations d'épuration. Mais il faut quand même reconnaître qu'aujourd'hui, d'un point de vue on va dire processus mature, à part la voie agricole ou l'incinération, il n'y a pas vraiment grand-chose qui se développe à grande échelle. Ok, donc il y a des pistes, mais c'est sûr quelque chose qui est... Parce qu'il faut aussi se rendre compte que ça reste un produit à très très basse valeur ajoutée, et donc c'est compliqué de mettre en place des processus complexes sur ce genre de matériaux. Ok. Peut-être encore une dernière question sur ce sujet-là. Donc, votre recherche, elle vise vraiment à contribuer donc, aux défis un peu sociétaux, environnementaux. À votre avis, donc, quelles sont d'une part les grandes frontières et d'autre part les grandes avancées qui vont être mises en place, ou du coup les frontières qu'on va rencontrer dans les 5 à 10 années à venir sur la thématique de l'analyse des cycles de vie ou d'autres choses liées à ça dans le domaine de la recherche? Alors, déjà, ce que je mentionnerais, c'est qu'aujourd'hui, il peut y avoir une très très grande confusion à la fois au niveau du grand public, au niveau des entreprises, parce qu'on entend parler de beaucoup de choses. Et donc, comme il y a aussi beaucoup de cadres différents qui se développent ou de référentiels différents, ça devient compliqué pour les entreprises parfois de s'y retrouver. Et donc, je pense qu'un premier défi, c'est de clarifier pas mal de concepts. Donc aujourd'hui, quand on parle à des industriels, ils vont vous dire que ce qu'ils veulent, c'est leur bilan CO2, leurs émissions de CO2, et ils vont toujours parler en scope 1, scope 2, scope 3, qui est en fait un découpage des émissions suivant en fait un référentiel qui a été développé fin des années 90, qui est le Greenhouse Gas Protocol. Et donc, c'est-à-dire que dans ce cas-là, par exemple, si on prend le scope 1, ça va être uniquement les émissions de CO2 qui vont être liées, ou les émissions de gaz à effet de serre, liées aux infrastructures dont l'entreprise est propriétaire. Donc, s'il y a des véhicules qui appartiennent à la société, s'il y a des chaudières à gaz, etc., les émissions vont être dans le scope 1. Par contre, toutes les émissions liées, par exemple, à l'achat de chaleur, à l'achat d'électricité, vont être dans le scope 2. Et donc, parfois, c'est un petit peu dangereux parce que certaines entreprises vont dire, je mets en place une stratégie pour, quelque part, réduire mes émissions de scope 1. Mais dans certains cas, ça équivaut juste, en fait, à les transférer vers le scope 2 ou voire vers ce qu'on appelle le scope 3, qui est tout l'amont et tout l'aval. Et donc, là, parfois, ça pose problème quand on veut dialoguer entre un ACViste et quelqu'un qui fait plutôt du bilan carbone, c'est qu'on n'a pas vraiment les mêmes frontières. Parce que dans une ACV, on va vraiment regarder toutes les étapes du cycle de vie. Donc, ce n'est pas découpé de la même manière. Et je disais, par rapport à ça, c'est qu'il y a beaucoup de référentiels qui se développent. Donc, on connaît en France bilan carbone, il y a le fameux GHG protocole dont je parlais. Il y a aussi une norme ISO qui parle de bilan carbone au niveau des entreprises. Donc déjà rien que là, il y a pas mal de référentiels différents. Mais en plus, ces dernières années, on a vu naître des référentiels produits. Et donc, ça équivaut un petit peu à une ACV, mais avec un découpage suivant les fameux scopes, mais on ne va regarder que les émissions de gaz à effet de serre. Et typiquement, l'industrie chimique a sorti son propre guide, le TFS Guidelines, et donc finalement, comment s'y retrouver. Donc, c'est vraiment un premier point, c'est clarifier un petit peu tous ces référentiels, pourquoi je vais faire tel type d'étude plutôt qu'une autre. Je pense que c'est vraiment un premier point. Et ce que ça implique derrière, c'est de la formation. Et donc, je pense qu'à la fois au niveau des universités, il faut mettre en place des formations en lien avec toutes ces méthodes, orientées bilan carbone, ACV, et également de la formation continue. Parce que, quelque part, dans les entreprises, il y a beaucoup de gens qui entendent parler, mais qui ne sont pas forcément bien formés. Donc, pour moi, c'est un des enjeux, c'est la clarification au niveau des méthodes. Et donc, de centraliser un peu aussi tout ça, donc plutôt que d'avoir autant d'outils différents. Est-ce que vous penseriez que ce serait une bonne idée de généraliser ça? Alors là, c'est compliqué parce que, par exemple, au niveau de la Wallonie, ils ont même adopté encore un autre référentiel qui est l'échelle de performance de CO2. Parce que dans le cadre des marchés publics qui sont compatibles au niveau européen, si une entreprise elle a adopté ce genre de certification qui montre qu'elle a réalisé son bilan carbone, etc.,
elle peut bénéficier effectivement d'une réduction sur le prix qu'elle annonce lorsqu'elle remet une offre de prix liée à un cahier de charge, par exemple. Donc là, ça va pousser certaines entreprises à réaliser ce genre de choses. Mais de nouveau, pourquoi avoir choisi ce référentiel-là plutôt qu'un autre parfois, ça peut poser question. Okay. Donc ça reste quand même un peu un des défis de... Oui, non, tout à fait. Et donc comment est-ce que cette ACV peut-être va évoluer dans le futur? Est-ce qu'elle va avoir de l'impact au niveau européen ou pas d'ici les 5 à 10 prochaines années? Alors, on se rend compte que dans finalement la foulée de ce qu'on a appelé le pacte vert en Europe, ou le Green Deal comme on l'appelle souvent, il y a différentes sous-stratégies associées qui vont en fait faire en sorte que l'ACV va encore prendre de l'ampleur. Alors, je peux citer deux exemples. Dans, on va dire, une stratégie qui est de faire en sorte que l'industrie chimique soit moins polluante, il y a un nouveau référentiel qui maintenant est de plus en plus utilisé en Europe qui s'appelle le SSBD. Donc, qu'est-ce que ça veut dire? C'est le Safe and Sustainable by Design. Donc on essaie vraiment par conception des nouveaux produits chimiques qu'ils soient à la fois sûrs pour la sécurité, pour l'environnement, pour la santé des travailleurs, mais aussi d'un point de vue environnemental. Et donc quand on regarde la stratégie, elle est déclinée en 5 sous-étapes par lesquelles il faut passer. Et une des étapes, c'est de réaliser une ACV sur le produit en cours de développement. Donc ça veut dire que pour la plupart des nouveaux projets européens qui vont inclure cette stratégie, il faudra réaliser une ACV. Donc c'est un premier point. Alors, ce qu'on peut aussi mentionner, c'est qu'est sortie l'année dernière une nouvelle directive européenne, enfin un règlement européen sur l'éco-conception pour les produits durables. C'est très très vaste, il y a des tas de sous-cases dans cette réglementation, mais il y a notamment ce qu'on a appelé le passeport digital produit qui va, on va dire, en être une conséquence. Et donc, qu'est-ce que ça veut dire, ce fameux passeport digital produit? C'est-à-dire qu'à terme, sur les produits commercialisés en Europe, il faudra qu'on puisse typiquement à distance scanner des informations. Donc, ça nécessite le développement, par exemple, de puces ou autres qui vont être apposées sur les produits. Et dans les informations que l'Europe demande, il y a notamment tout ce qui a trait à la recyclabilité, tout ce qui va être origine, traçabilité des matières premières, la supply chain, mais également les impacts environnementaux. Donc là, on sent aussi que sur ce volet-là, les indicateurs environnementaux calculés par une ACV vont aussi finalement prendre de l'importance. Et j'oublie encore un dernier point dans cette réglementation. L'Europe prépare aussi, il y a eu un pré-projet d'une directive sur ce qu'on appelle les allégations environnementales, donc les green claims, parce qu'aujourd'hui, on trouve parfois sur des produits ce qu'on appelle des autodéclarations, c'est-à-dire des labels, des logos, qui semblent indiquer au consommateur que le produit est vert, est bon pour l'environnement, mais ça ne repose sur rien d'objectivé. Et donc l'Europe, elle veut faire en sorte de légiférer là-dedans pour clairement que tout ce qui soit affiché ait été au préalable prouvé, scientifiquement, objectivé. Et donc dans cette directive, un des outils qui est recommandé pour objectiver l'impact environnemental et qui pourra derrière mener à de la communication objective via des labels ou autres, c'est l'analyse de cycle de vie. Ok. Super. Donc on va insérer une sorte, vous avez parlé de petites puces, comme ça sur les produits. Donc c'est vraiment une sorte de carte d'identité en fait, du produit. Et qui serait appliquée sur quel genre de produit en fait? On a parlé des produits textiles, des matières céramiques. À terme, c'est vraiment toucher l'ensemble des produits commercialisés en Europe, jusqu'à des produits de type pièces détachées, pour assurer plus facilement, par exemple, la réparabilité de certains objets, etc. Et donc là aussi, ça veut dire qu'il y a beaucoup d'entreprises qui se positionnent en Belgique sur justement cet aspect collecte de données et quelque part mettre en forme ces données sous forme de puces ou autres qui peuvent être qu'on peut lire à distance via différents types de lecteurs ou autres. Alors l'exemple existe, donc on a déjà peut-être tous fait ces courses où certains achetaient des éléments sportifs dans une grande chaîne française où on ne doit même plus scanner ces produits, on les met dans un bac. Et directement, il y a un lecteur qui permet de calculer le prix. On peut imaginer que ce sera les mêmes structures de puces pour certains produits, mais en plus du prix, on aura accès à une série d'autres informations, dont des informations liées à l'environnement. Ok. Ça paraît prometteur, en tout cas. On espère que c'est des choses qui vont être mises en place. Merci beaucoup. Je pense que ça clôture tout doucement le sujet sur les analyses de cycle de vie. On a aussi parlé un peu des bouts d'épuration. C'était super intéressant. Donc, un sujet de recherche que vous êtes un peu moins actif pour l'instant, mais qui reste aussi important. Oui, tout à fait. Pour clôturer, peut-être une petite question un peu plus personnelle. Donc, est-ce qu'il y a une petite phrase, un conseil ou un mantra que vous aimez bien utiliser et que vous auriez envie de partager avec notre audience? Alors, je dirais 2 choses. Nous, on a l'habitude de dire « No data, no LCA ».
Parce que finalement, si on ne nous donne pas de données, on n'est pas capable, nous, de générer une analyse de cycle de vie de qualité. Et donc, on est toujours en train de se battre pour obtenir les données. Et donc, ça, c'est vraiment quelque chose qui est important pour nous. LCA, du coup, c'est Life Cycle Assessment. Oui, et donc c'est vrai que si on prend la version prononcée à la francophone, ce serait No Data, No LCA. Donc, No LCA, ça pourrait rimer. Mais donc, voilà, c'est quelque chose qu'on met souvent à la fin de nos présentations, un petit peu en clin d'œil. Et c'est vrai que l'autre phrase que j'aurais tendance à dire, mais dans un autre contexte, parce que j'ai été beaucoup impliquée, par exemple au niveau du comité Femmes et Sciences que j'ai présidé, dans tout ce qui était promotion des filières sciences et techniques au niveau des filles, et notamment moi je suis ingénieure, et donc essayer de faire monter, on va dire, le nombre d'étudiantes dans ce genre de filière. Et donc moi ce que j'ai tendance à dire, c'est qu'il faut juste oser. Et simplement ne pas avoir peur et se dire qu'on est tout autant capable que n'importe quelle autre personne d'intégrer ce genre d'études. Et donc voilà, croire en soi, croire en ses rêves et surtout oser. Mais un très très beau message qui j'espère va inspirer aussi certaines de nos auditrices, du coup cette fois-ci, et de nos auditeurs. En tout cas, merci beaucoup pour cet échange, c'était super intéressant et à la prochaine. Merci, avec plaisir.